Il est mort pendant une chirurgie d'urgence il y a quelques années et il se promène encore parfois ici. Je travaillais de nuit dans une mine à ciel ouvert. Une grande partie du travail consistait à conduire en permanence pour vérifier que tout se déroulait comme prévu. La mine était immense et il était impossible de se déplacer sans véhicule. Les rondes duraient longtemps, dans le noir complet, avec seulement les phares pour découper la route et les parois de la mine. Il y avait énormément d'animaux dans la zone. Des chats et des chiens surgissaient souvent sans prévenir et traversaient la route à toute vitesse. Leurs yeux reflétaient la lumière des phares d'une façon dérangeante, deux points brillants apparaissant puis disparaissant aussitôt. À force, cette vision finissait par mettre les nerfs à rude épreuve. Une nuit, après qu'un autre animal avait jailli devant le véhicule, j'ai fait une remarque à voix haute sur le côté flippant de la situation. Quelqu'un m'a répondu depuis l'arrière de la voiture. Une voix calme, presque détendue, disant que oui, ça le mettait mal à l'aise lui aussi. La réponse était tellement naturelle que je n'ai même pas réagi sur le moment. J'ai continué à conduire, à parler, comme si de rien n'était. Un peu plus tard, en regardant dans le rétroviseur, j'ai remarqué que la personne assise à l'arrière ne portait pas ses lunettes de sécurité. Par réflexe professionnel, je l'ai repris immédiatement, lui disant de les remettre. Je l'ai vu baisser la tête, comme s'il obéissait. À cet instant précis, rien ne m'a semblé anormal. Tout paraissait logique, routinier, presque banal. Ce n'est qu'en revenant au bureau principal, après avoir terminé ma ronde, que la réalité m'a frappé. J'ai coupé le moteur et je suis resté assis quelques secondes dans le silence. Puis j'ai réalisé que j'avais été seul dans la voiture depuis le début. Je n'avais jamais pris personne en route. Je ne m'étais jamais arrêté. Personne n'était monté avec moi. Mon estomac s'est noué quand j'ai repensé à la conversation. À la voix. Au fait que j'avais vu quelqu'un dans le rétroviseur. Que je lui avais parlé. Que je l'avais corrigé comme si c'était un collègue bien réel. J'ai vérifié l'arrière du véhicule, les portières, l'habitacle. Tout était vide. Quand j'étais adjoint du shérif, je faisais aussi un boulot supplémentaire comme agent de sécurité dans un des hôpitaux locaux. Ce n'était pas un centre de traumatologie de première ligne, donc la nuit, il n'y avait généralement que moi, quelques patients, quelques infirmières et un médecin qui dormait à moins qu'on ait besoin de lui. On avait quand même une salle d'urgence. Il fallait sonner à l'interphone pour la poste des infirmières et je venais vous laisser entrer. Je ne me souviens pas d'avoir eu une vraie urgence là-bas. Une nuit, on m'a appelé pour laisser entrer quelqu'un. Un type d'une vingtaine d'années, qui avait l'air un peu instable, donc je suis resté près de la salle d'examen au cas où ça dégénérerait. Et ça a dégénéré. À un moment, le mec panique et commence à hurler. Il s'élance dehors en criant de manière incompréhensible, imaginez quelqu'un qui devient complètement fou avec une terreur façon H.P. Lovecraft, et fonce vers les chambres des patients, toujours en criant. L'infirmière et le médecin avaient l'air terrifiés. Je pars à sa poursuite. Il court jusqu'au bout du couloir et tourne au coin, avec moi quelques pas derrière. Juste au moment où mon pied gauche touche le sol, mon pistolet de secours dans mon étui à la cheville tombe, touche le sol, et à mon pas suivant, mon pied droit le pousse contre le mur à ma gauche. Il rebondit et se retrouve juste après le coin où le type vient de passer. Je viens juste d'armer un fou qui court vers les chambres des patients. Il devient silencieux. Je m'arrête et sors mon arme de poing. Je m'approche doucement du coin et jette un rapide coup d'œil pour voir la situation. Il est là, figé, les mains levées, mon pistolet de secours à quelques mètres devant lui. Je lui ordonne de reculer vers moi, de se mettre au sol, et je le menotte. Je le ramène à la salle d'examen, sans savoir dans quel état il pouvait être. Je reste là pendant qu'il l'interroge. Il est maintenant complètement calme. Il me demande de le délier. Je le fais et retourne dehors. Une dizaine de minutes plus tard, le médecin sort en rigolant. Il me dit, « Tu sais pourquoi il a arrêté de courir ? » « Non. Il pensait que tu lui avais lancé le pistolet pour qu'il puisse te tirer dessus. »
Il était peut-être fou, mais pas stupide. Le médecin l'a placé sous surveillance psychiatrique et il a été transféré à l'hôpital psychiatrique de l'autre côté de la ville par un autre adjoint. Je n'ai plus jamais porté d'arme à la cheville après ça. Je travaillais de nuit il y a quelques années pour une société de sécurité engagée par une compagnie d'électricité. Mon poste se trouvait à 15 minutes de la ville, perdu au milieu du désert. Je devais surveiller une zone où était stocké du cuivre, donc chaque véhicule qui passait attirait forcément mon attention. Une nuit, une voiture est passée devant mon poste. Ce n'était pas inhabituel, mais je devais rester vigilant au cas où quelqu'un tenterait de couper le grillage. La voiture a continué sa route sans ralentir. Elle s'est arrêtée plus loin, à environ 300 ou 400 mètres. Je ne distinguais que les phares dans l'obscurité. J'ai entendu des voix, puis des portières qui se fermaient. Je me suis dit que c'était sûrement des gens perdus ou quelqu'un qui faisait une pause. Je n'y ai pas prêté plus d'attention et j'ai continué ma ronde. Les jours suivants, tout est redevenu normal. Puis, quelques jours plus tard, un ami m'a parlé d'une histoire étrange. Son père, qui travaillait comme dépanneur, avait dû remorquer une voiture impliquée dans un meurtre. 2 personnes sans domicile fixe s'étaient battues. L'un d'eux avait tué l'autre avec une batte de baseball. Ils avaient paniqué, appelé un complice et décidé de se débarrasser du corps. En l'écoutant, j'ai commencé à faire le lien. La voiture abandonnée dans le désert. Les voix. Les portières. L'endroit isolé, loin de tout. J'ai compris que cette nuit-là, pendant que je faisais simplement mon travail, j'avais assisté sans le savoir à l'enterrement d'un corps. J'ai vu des trucs vraiment dingues. Service de nuit dans un 7-Eleven au milieu de nulle part. C'était souvent tellement calme que j'allais m'asseoir dans ma voiture pour lire ou boire, ou les deux. Vers 5 heures du matin, ça devenait super chargé avec le trafic des gens qui partaient travailler, mais jusque-là il ne se passait rien. Je pouvais faire tout le boulot en 1h30, le reste du temps était complètement mort. Commençons par le braquage. J'étais dans ma voiture en train de lire Chéri ou Blacktail, en buvant à la flasque et en écoutant de la musique. Je vois un client traverser le parking en direction du magasin. Il s'approche de la vitre et regarde à l'intérieur, et je sors de ma voiture pour le suivre dans le magasin. Pendant que je suis derrière lui, il enfile une cagoule de ski, à peu près au moment où j'annonce ma présence. Il panique et s'enfuit en courant. Je rentre dans le magasin et j'appelle la police. Ils arrivent environ 1 heure plus tard et prennent ma déposition. Pas fou, mais clairement bizarre. Les types du parking de covoiturage. À une centaine de mètres se trouvait un parking de covoiturage. Dans ce parking, il y avait des vans qui emmenaient les gens à Washington. Certains chauffeurs de ces vans, un peu trop confiants, avaient laissé les clés dans le bouchon de réservoir. Du coup, 2 adolescents ont pris quelques vans et ont commencé à jouer aux auto-tamponneuses dans le parking. Ils ont fait se retourner l'un des vans et ont pratiquement écrasé le bras de l'un des gamins. Il était clairement cassé et il saignait partout. Ils entrent dans le magasin et se dirigent vers les toilettes en laissant une traînée de sang sur mon joli sol blanc. Sérieusement, c'est quoi ce bordel? Ils repartent sans autre incident, à part le sang partout et quelques trousseaux de clés jetés dans les toilettes. Je prends une serpillière et des produits de nettoyage et je commence à nettoyer le sang. Un des types revient en courant, attrape 2 packs de bière et repart aussitôt. J'appelle la police. 2 heures plus tard, il passe prendre une déposition et récupérer les clés. Le sniffer. Je suis à l'intérieur en train de compter des cartons de cigarettes et des sandwichs, et je lève les yeux vers les pompes à essence parce que quelqu'un a activé une pompe et attend l'autorisation. Juste un type à pied. Pas de voiture, pas de vélo, juste un type. Bon, d'accord. J'autorise la pompe. Retour au comptage. Je regarde dehors et je le vois verser l'essence sur un chiffon et s'asseoir près des pompes en reniflant ce truc à fond. Un chiffon imbibé d'essence collé sur le visage. Sérieusement mec. Il s'évanouit et commence à se débattre par terre. Je sors, il s'est pissé dessus,
allongé sur le béton graisseux. Les yeux révulsés, il tremble. Sa main est toujours crispée sur le chiffon, impossible de lui faire lâcher. Il reprend connaissance et s'éloigne en titubant. Je sais qu'il est allé dans les bois du coin pour continuer à sniffer ce chiffon. J'appelle une ambulance, ils arrivent en 5 minutes, je leur montre les bois et ils partent à sa recherche. Ce sont les 3 qui me viennent à l'esprit. Mais il y en a eu d'autres. Des très vieux hommes travestis, des couples qui prenaient de l'ecstasy et me demandaient de les rejoindre derrière, des prostituées qui vendaient du parfum, des gens qui volaient de l'essence à répétition, et des dizaines d'histoires de personnes ivres. Je travaillais très tôt le matin dans un magasin, avant l'ouverture, à nettoyer les sols. Le lieu était silencieux, seulement le bruit de la machine et l'éclairage artificiel. À un moment, un homme très bien habillé s'est approché de la porte d'entrée. Il a essayé d'ouvrir, sans succès. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Puis il a collé son visage contre la vitre. Il m'a regardé quelques secondes sans bouger, comme s'il évaluait l'intérieur. Ensuite, sans aucune hésitation, il a commencé à lécher la vitre. Pas une fois. Plusieurs fois. Lentement. J'étais figé, incapable de comprendre ce que je voyais. Avant que je puisse réagir ou même m'approcher, il s'est éloigné et a disparu dans la rue. Le reste de mon service s'est déroulé normalement, mais chaque bruit venant de l'entrée me faisait lever la tête, avec l'impression qu'il allait revenir. Des années plus tard, dans un autre travail et dans une région totalement différente du pays, je travaillais comme agent de sécurité dans une usine chimique. Le site était vaste, entouré de grilles et surveillé par des projecteurs. Une nuit, j'ai remarqué un homme près du portail principal. Il se déplaçait d'une manière étrange, presque au ras du sol, avançant sur le côté comme un crabe. Il allait et venait devant l'entrée, traversant lentement le passage encore et encore, comme s'il testait quelque chose ou attendait un signal. Je l'observais à distance, hésitant sur la marche à suivre. Finalement, j'ai allumé le projecteur pour mieux voir et lui faire comprendre qu'il était repéré. À l'instant même où la lumière l'a touché, il a bougé à une vitesse impossible. En moins d'une demi-seconde, il avait disparu hors de mon champ de vision. Pas un bruit. Pas de trace. Juste le portail vide et le silence revenu d'un coup. J'ai fait le tour du site, vérifié chaque angle, mais il n'y avait plus rien. J'étais agent dans un parc d'État dans les montagnes du sud de la Californie, en poste de nuit avec un collègue. Nous étions en train de fermer le bureau pour la nuit et discutions des programmes autour du feu de camp que nous devions présenter. Il était nerveux et essayait de trouver des idées pour divertir les gens. Je lui expliquais que les chansons de feu de camp étaient toujours une valeur sûre quand, soudain, j'ai ressenti une brûlure sur la hanche. Il faisait un froid glacial. J'ai grandi en Alaska, mais c'était un froid qui surpassait tout ce que j'avais jamais connu. J'ai immédiatement mis la main sur ma hanche pour écarter la source et j'ai été surpris de découvrir que mes clés sortaient lentement de ma poche. J'ai levé les yeux vers Matt pour lui expliquer pourquoi je venais de me frapper et ce que j'ai vu m'a vraiment secoué. Il était debout, les yeux écarquillés, le corps raide et les bras tendus devant lui, tremblant. J'ai crié son nom et il a sursauté, visiblement gêné. « Je ne sais pas » a-t-il murmuré. « Quelque chose vient de traverser mon corps. » Inutile de dire que nous avons verrouillé le bureau et couru jusqu'à nos voitures. Le lendemain a été encore plus étrange. Chaque matin, tout le personnel se rassemblait pour une rapide réunion de planification. On parlait généralement des campeurs turbulents, des toilettes en désordre ou du crottal qui devait être déplacé. Quand le ranger superviseur a demandé s'il s'était passé quelque chose durant la nuit, j'ai regardé Matt et il secouait la tête, les yeux écarquillés. J'ai ignoré son geste et raconté notre expérience au groupe. Rick, le ranger, n'a même pas cligné des yeux. « Vous l'avez consigné dans le registre ?» ai-je répondu. « Vous devriez faire une note tardive dans le journal » a-t-il insisté. Il a ensuite expliqué que la propriété était officiellement considérée comme hantée depuis des années et que si nous consultions les anciens registres,
nous y trouverions des entrées similaires à ce que Matt et moi avions vécu. J'ai terminé l'été au parc, mais c'était, inutile de le dire, mon dernier poste de nuit là-bas. Celle-là était plus drôle qu'effrayante, même si sur le moment je n'ai pas du tout ri. Je travaillais dans un club, et pour couper l'électricité à la fin de la nuit, ou plutôt très tôt le matin, il fallait descendre au sous-sol et actionner le disjoncteur principal. L'endroit était déjà flippant de base, sombre, humide, avec des bruits étranges, donc mon collègue et moi descendions toujours ensemble. Un matin, pendant qu'il avançait un peu plus loin pour vérifier le tableau électrique, je suis resté immobile près de la porte. Je ne bougeais pas, j'attendais simplement qu'il me dise que c'était bon. Soudain, quelque chose m'a frôlé. Une chauve-souris est passée juste devant moi. Comme je réagis très mal à la surprise, je me suis figé sur place sans crier ni bouger. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre que la chauve-souris ne faisait pas que passer. Elle s'était accrochée à moi. Elle pendait tranquillement sous ma poitrine, comme si elle avait trouvé une petite grotte sûre pour se poser. Je sentais son poids, minuscule mais bien réel. Pendant un court instant irréel, j'ai baissé les yeux et j'ai eu l'impression que la chauve-souris me regardait. J'ai juré que nous avons établi un contact visuel, tous les deux complètement immobiles. Puis tout a dégénéré. J'ai paniqué, elle aussi. Elle s'est envolée d'un coup en me frôlant encore une fois, et j'ai enfin crié. Mon collègue a accouru en pensant qu'il se passait quelque chose de grave. Je lui ai raconté ce qui venait d'arriver, encore sous le choc, en parlant trop vite. Il m'a regardé, a éclaté de rire, et a dit que je me faisais des films. Même après avoir remonté les escaliers et quitté le bâtiment, il n'a jamais voulu me croire. Pendant des semaines, il m'a taquiné là-dessus. J'étais moniteur dans un camp de vacances pour des enfants de 4e à 6e année en Arizona pendant l'été. Je devais souvent rester éveillé presque toute la nuit pour m'assurer que les enfants étaient bien dans leur lit, en sécurité, et que tout allait bien. Le camp se trouvait dans les bois, oui, le nord de l'Arizona a des arbres, donc je surveillais surtout que des pécaris ne s'introduisent pas dans les cabanes ou que les enfants ne fassent pas quelque chose de stupide comme s'enfoncer dans la forêt au milieu de la nuit. Une nuit, vers 1h du matin, après plusieurs nuits sans vraiment dormir, j'étais trop fatigué pour rester éveillé. J'ai fait une dernière ronde pour vérifier que tous les enfants dormaient, puis je suis allé dans mon lit pour me reposer. Nous avions chacun une petite cabane en bois, pas très grande et sans climatisation, ce qui obligeait à ouvrir les fenêtres, mais c'était suffisant pour dormir. Bref, la nuit a été assez agitée. Je me suis réveillé plusieurs fois, et à un moment je me suis réveillé assis dans mon lit, ce que j'ai trouvé étrange. Vu à quel point j'étais épuisé, je pensais dormir jusqu'au matin sans interruption. Quand je me suis enfin levé pour de bon, je me sentais complètement vaseux. Je suis allé directement à la douche, j'ai mis l'eau aussi chaude que possible et je suis entré. Après être resté quelques secondes sous l'eau, j'ai ouvert les yeux et il y avait du sang qui coulait de mon visage. J'ai regardé en bas et il y avait du sang partout. Le carrelage de la douche en était couvert et tout venait de moi, comme je l'ai compris en sortant précipitamment pour me regarder dans le miroir. Le sang était sec, mais partout sur mon visage. Le long de ma poitrine. Pratiquement sur mes mains et mes bras. J'étais terrifié. À première vue, je n'avais aucune coupure ni égratignure sur le corps. Le sang semblait provenir de la zone autour de ma bouche, mais il n'y avait aucune blessure. Il y en avait dans mes dents, dans ma barbe, sans aucune trace de son origine. Et c'était bien du sang, j'ai déjà été blessé suffisamment de fois pour reconnaître ce goût métallique. Je suis retourné sous la douche pour tout enlever, puis je suis allé voir mon lit pour vérifier s'il y en avait sur les draps. Et à ma grande surprise, presque pas. Il y en avait un peu, mais si du sang avait réellement coulé de moi, il aurait dû y en avoir partout, non? Rien de tel. C'était comme si le sang avait déjà séché sur moi avant que je ne me couche. Le pire est venu juste après. J'ai regardé la fenêtre devant laquelle se trouvait mon lit et il y avait une traînée rouge, ressemblant à du sang, qui n'était clairement pas là la veille. Elle se trouvait à l'extérieur de la fenêtre.
Un de mes amis est entré et a vu l'expression sur mon visage. Il m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai raconté l'histoire et il a été complètement perturbé. Il s'est demandé si je n'étais pas sorti au milieu de la nuit pour éventrer un pécari et le manger. Je lui ai répondu que c'était dégoûtant et que je ne déchirerais jamais quoi que ce soit, encore moins pour le manger. À ce jour, je n'ai toujours aucune idée de ce qui s'est passé. Je travaille de nuit en ce moment. Avant ça, je travaillais dans une maison de retraite. Il m'arrivait parfois d'être affecté à l'unité de soins spécialisés, une unité où les patients restaient temporairement pour reprendre des forces grâce à la kinésithérapie et à l'ergothérapie. Les nuits étaient calmes, souvent trop calmes, avec seulement les bips lointains des machines et les pas étouffés dans les couloirs. C'est dans cette unité que quelque chose d'étrange revenait régulièrement. Certains patients, surtout tard dans la nuit ou juste avant l'aube, disaient voir un homme indien à cheval. Ils le décrivaient presque toujours de la même façon. Un homme silencieux, monté sur un cheval, portant une coiffe rouge très voyante. Il affirmait le voir traverser la pièce ou se tenir près des murs, comme s'il observait. Au début, nous pensions à des hallucinations liées aux médicaments, à la fatigue ou à la désorientation nocturne. Pourtant, ce qui a commencé à nous troubler, c'est la répétition. Des patients entraient dans l'unité, y restaient quelques jours ou quelques semaines, puis repartaient. Beaucoup ne se connaissaient pas. Certains n'étaient même jamais présents en même temps. Malgré cela, les témoignages se ressemblaient presque mot pour mot. Un patient pouvait en parler une nuit, puis des semaines plus tard, un autre patient, dans une chambre différente, décrivait exactement la même scène. Le même homme. Le même cheval. La même coiffe rouge. Aucun d'eux ne semblait effrayé sur le moment. Ils parlaient de cette apparition comme de quelque chose de normal, presque attendu. Entre collègues, nous avons commencé à en discuter à voix basse pendant les rondes. Personne n'osait vraiment en rire. Le bâtiment était ancien, et certains disaient que le terrain avait une histoire bien plus vieille que l'établissement lui-même. D'autres préféraient rester rationnels, mais même eux admettaient que la coïncidence était difficile à ignorer. J'ai autrefois servi dans la branche d'artillerie de défense aérienne de l'armée. J'étais basé à Fort Bragg, mais nous devions aller à Caen-le-Jeune pour tirer les missiles. Nous faisions toujours cela dans le cadre d'exercices conjoints avec les marines. Les missiles Stinger nécessitent une garde armée en permanence, ce serait très problématique si quelqu'un en volait quelques dizaines pour les utiliser près de la Guardia, donc l'armée et les marines assuraient chacun la garde de leurs missiles. J'étais affecté au créneau de minuit à 4 heures du matin et je passais la majeure partie de la nuit à discuter avec le marine qui montait la garde avec moi. Vers 3 heures du matin, je suis allé pisser et, en revenant, j'ai entendu un hurlement très fort, presque comme le vent, alors que la nuit était parfaitement calme. Je me suis rapidement dirigé vers le poste du marine pour voir s'il l'avait entendu, et c'était le cas. Nous avons fait le tour du périmètre de notre zone et n'avons rien vu. La nuit était claire et lumineuse, nous étions sur une plage et pouvions voir assez loin. Il n'y avait absolument rien. Quelques minutes plus tard, le bruit a recommencé. On aurait dit qu'il venait de partout à la fois, mais rien n'était visible. Nous étions sur un poste sécurisé, à l'intérieur d'une zone sécurisée. J'ai ressenti le malaise le plus intense de toute ma vie, chaque poil de mon corps était dressé. Le marine pensait qu'un autre marine ou un soldat essayait de nous faire une blague, mais j'en doutais fortement. Quiconque se serait fait prendre à émerder du personnel militaire chargé de garder des missiles Stinger aurait passé une très mauvaise journée. Le bruit a duré peut-être 1 minute et s'est répété encore quelques fois. J'ai demandé à mes camarades s'ils l'avaient entendu, mais même s'ils dormaient à une courte distance, ils n'avaient rien perçu. Nous n'avons jamais trouvé d'explication, j'ai simplement noté l'incident pour l'équipe suivante. J'ai travaillé de nuit pour une entreprise de maintenance de bâtiments pendant un été, il y a quelques années. Mon travail consistait surtout à nettoyer les parkings et les bordures à l'aide de petites balayeuses de rue, des machines qui ressemblaient presque à des autotamponneuses. Les nuits où la pluie était annoncée,
on nous envoyait dans les parkings souterrains. On pouvait y rentrer les remorques, décharger le matériel à l'abri et travailler sans être trempé. Il y avait un parking en particulier qui sortait du lot. Il était immense, beaucoup trop grand pour être rassurant. Il descendait sur 6 niveaux sous terre et, même en plein fonctionnement, il dégageait quelque chose de profondément malsain. Le genre d'endroit où chaque bruit résonne trop longtemps et où l'on a toujours l'impression d'être observé. Plus je descendais, plus la peur me gagnait. Pour me calmer, je chantais à voix haute sur la musique de mon téléphone, juste pour briser le silence et me convaincre que j'étais encore maître de la situation. Une nuit, alors que j'étais environ à la moitié du travail, un orage monstrueux a éclaté au-dessus de la ville. La pluie frappait si fort que je pouvais l'entendre même sous terre. J'ai hésité à partir plus tôt, mais j'ai décidé de continuer. Je voulais finir et quitter cet endroit le plus vite possible, sans avoir à revenir une autre nuit. Arrivé au niveau le plus bas, tout s'est arrêté d'un coup. Le courant du bâtiment a lâché. Plus de lumière. Plus de ventilation. Rien. J'étais assis sur ma petite balayeuse, plongé dans une obscurité totale, si noire que je ne distinguais même pas mes propres mains. J'ai attendu, immobile, convaincu que les générateurs allaient se lancer. 1 minute est passée. Puis une autre. Aucun voyant d'urgence ne s'est allumé. Le silence était oppressant, seulement brisé par le lointain grondement de l'orage. J'ai compris que personne ne viendrait m'aider. J'ai allumé la lampe de mon téléphone et décidé de remonter, lentement, étage par étage, à 8 km/h, en guidant la machine avec ce faible faisceau de lumière. C'est à partir de ce moment-là que tout est devenu irréel. Au fur et à mesure que je montais, mon esprit semblait me trahir. Dans la pénombre, j'avais l'impression de voir des enfants immobiles entre les piliers, leurs silhouettes disparaissant dès que je pointais la lumière vers elles. Sur les murs, des formes semblaient ramper, comme des créatures collées au béton. J'entendais des bruits de pas derrière moi, puis plus rien. Des ombres traversaient le sol. J'ai juré avoir vu des gens assis à l'intérieur de voitures abandonnées sur les niveaux inférieurs, immobiles, les yeux fixés sur moi. Je continuais pourtant à avancer. M'arrêter était pire que continuer. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Chaque virage semblait interminable. Chaque rampe me paraissait plus longue que la précédente. Je ne savais plus si ce que je voyais était réel ou si mon cerveau, poussé à bout par la peur et l'obscurité, inventait tout. Quand j'ai enfin aperçu la lumière naturelle de l'entrée, j'ai failli pleurer de soulagement. Je suis sorti du parking sans me retourner une seule fois. 2 ans ont passé depuis cette nuit, et pourtant, je n'arrive toujours pas à croire que j'en suis sorti. Je travaillais autrefois dans un hôpital. J'y ai fait des gardes de nuit pendant de nombreuses années. Il y a un bâtiment qui servait autrefois aux patients atteints de la tuberculose. Il se trouve sur un terrain entre 2 ailes de l'hôpital. Aujourd'hui, il est surtout utilisé comme espace de stockage. Tout est fermé à clé et seule la sécurité possède la clé. Ils allaient le vérifier à plusieurs moments durant la nuit ou l'ouvraient si un corps devait être transporté à la morgue. Parfois, lors des nuits calmes, des agents de sécurité et plusieurs employés, dont moi, allaient là-bas pour voir si quelque chose allait se produire. Et presque à chaque fois, il se passait quelque chose. Beaucoup de petits événements étranges. Une fois, nous étions un groupe à l'intérieur, tous ensemble au fond d'un couloir. À l'autre extrémité du bâtiment, nous avons entendu une toux étouffée, comme si elle venait de l'une des anciennes chambres de patients. Toutes les chambres sont verrouillées et remplies de bric-à-brac. Toutes les portes sont fermées à clé, donc il est impossible que quelqu'un d'autre se trouve à l'intérieur. Une autre fois, quand un agent de sécurité et moi étions seuls là-bas, nous avons entendu quelque chose qui ressemblait au bruit d'une boule de bowling roulant dans le couloir à l'étage juste au-dessus de nous, jusqu'à l'autre bout du bâtiment. On entendait souvent des objets tomber à l'étage, comme si quelqu'un avait laissé tomber un outil avec lequel il travaillait. Un nouveau gardien de sécurité riait en disant que j'étais stupide pendant que je lui racontais certaines des histoires qui s'étaient produites là-bas.
Nous marchions dans le bâtiment et il a fait le fameux rythme de coups en tapant sur un tuyau qui montait le long du mur jusqu'au 2e étage. 2 coulants et secs ont répondu depuis l'étage supérieur. Un ami et moi étions dans la salle de pause, face à ce bâtiment, en train d'acheter des sodas au distributeur. Nous avons tous les deux clairement vu la silhouette d'une petite fille dans la fenêtre de l'une des anciennes chambres de patients. Elle se tenait là et regardait par la fenêtre. Ce sont ceux qui me viennent à l'esprit pour cet endroit. J'en ai d'autres, mais ils se sont produits dans une maison où j'ai vécu pendant une courte période alors que je travaillais toujours de nuit. Avant cette maison, j'étais extrêmement sceptique et je pensais même que les gens étaient fous quand ils parlaient de choses surnaturelles ou effrayantes. Après cette expérience, beaucoup moins. Pendant plusieurs mois, je travaillais dans un hôpital psychiatrique spécialisé. En plus de mes 5 journées habituelles, je prenais 2 nuits par semaine. Les nuits étaient longues et monotones. En dehors de quelques patients qui parlaient dans leur sommeil ou appelaient sans vraiment se réveiller, il ne se passait rien de particulièrement étrange. Au bout d'un moment, on finit même par baisser la garde. Un soir, je participais à la formation d'un nouveau membre du personnel. Nous étions avec une formatrice expérimentée, quelqu'un qui travaillait là depuis longtemps. À un moment, le nouveau lui a posé une question presque innocente. Il lui a demandé quelle était la chose la plus folle qu'elle ait vue depuis qu'elle travaillait dans cet hôpital. Elle est restée silencieuse un moment. On voyait qu'elle réfléchissait vraiment, comme si elle pesait le pour et le contre avant de répondre. Puis elle a commencé à raconter. Elle a expliqué qu'elle travaillait de nuit dans l'ancien bâtiment, à une époque où l'hôpital avait un sérieux problème de cafards. Cette nuit-là, elle faisait une surveillance rapprochée dans la chambre d'une patiente à haut risque, une observation constante pendant le sommeil. Elle était assise dans un coin de la pièce quand elle a entendu un bruit rapide sur le sol, quelque chose qui courait. Avant même qu'elle ait le temps de réagir, la patiente, pourtant profondément endormie, s'est levée du lit. Sans ouvrir les yeux ni dire un mot, elle est sortie dans le couloir. La formatrice l'a suivie du regard, complètement figée. Dans le couloir, la patiente s'est penchée, a ramassé un cafard au sol, l'a porté à sa bouche et l'a mangé. Ensuite, elle est retournée dans sa chambre, s'est recouchée et s'est rendormie comme si rien ne s'était passé. La formatrice a raconté que l'agent chargé de la surveillance du couloir était aussi présent. Après coup, ils n'arrêtaient pas de se regarder, se demandant à voix basse si l'un d'eux avait imaginé la scène. Ils ont passé le reste de la nuit à se confirmer mutuellement qu'ils avaient bien vu la même chose. Aucun des deux n'a réussi à expliquer ce qu'ils avaient observé. L'histoire nous a mis mal à l'aise, mais la formation a continué et le temps a passé. Le nouveau membre du personnel a fini par changer de service et a été muté aux archives médicales. Un jour, je l'ai croisé par hasard dans un couloir et je lui ai reparlé de cette histoire, presque en plaisantant. À l'instant où j'ai mentionné cette nuit-là, son visage est devenu livide. Elle m'a regardé comme si j'étais apparu de nulle part. Sa voix s'est brisée quand elle m'a demandé qui m'avait parlé de cet événement. Elle avait l'air sincèrement terrifiée. Je travaillais pour une entreprise financière au centre-ville de Cleveland, dans l'équipe IT de nuit. Au début, je restais sagement à mon bureau, mais après quelques semaines, l'ennui a pris le dessus. Un soir, je me suis dit, pourquoi ne pas explorer un peu le bâtiment et voir ce qu'il y a ailleurs? Et là, j'ai découvert que le bâtiment avait plus de secrets que je ne l'imaginais. Avant que mon entreprise n'en prenne possession, plusieurs locataires occupaient ces différents étages. C'était un gratte-ciel imposant, avec des dizaines d'étages, mais tous les anciens locataires étaient partis depuis longtemps. Certains étages, notamment ceux qui avaient été des cabinets d'avocats, étaient complètement abandonnés. Tout y était encore en place, comptoirs en marbre, boiseries élégantes, cloisons sophistiquées, des bureaux parfaits, figés dans le temps, comme si les employés avaient quitté précipitamment et oublié tout le reste. Je me suis aventuré dans le sous-sol. Des cartons de fournitures de bureau étaient empilés partout, poussiéreux, datés du milieu des années 90. On aurait dit qu'ils avaient été livrés là et simplement oubliés depuis. Certaines fenêtres de livraison pour les caissiers,
sans doute destinée aux livraisons à forte valeur vers le sous-sol, était encore là, silencieuse et déserte. Le bâtiment avait été une banque avant, et toutes ces traces étaient comme des reliques de cette époque. Mais le plus étrange de tout, c'était la branche entière de la banque construite dans un coffre-fort du sous-sol. Oui, un vrai coffre-fort transformé en petite succursale. Les bureaux étaient arrangés à l'intérieur, avec des comptoirs et des équipements, mais personne ne s'y rendait jamais. Il est probable que ce lieu ait servi à des simulations ou à de la modélisation, mais le contraste entre la rigidité d'un coffre-fort et l'aménagement d'une succursale complète était complètement surréaliste. Je travaille de nuit dans un zoo, et parmi toutes les rondes à effectuer, vérifier les gorilles est de loin la chose la plus terrifiante. Il faut imaginer la scène. On est au beau milieu de la nuit. Le zoo est complètement silencieux. Pas de visiteurs, pas de musique, seulement les bruits lointains des animaux et du vent. Pour accéder à leur zone intérieure, il faut emprunter un long couloir sombre, étroit, avec les enclos à environ 2 mètres de moi. Je n'ai qu'une petite lampe torche pour voir où je mets les pieds. Les gorilles, eux, savent très bien que quelqu'un arrive. Ils sont intelligents, observateurs, et surtout très joueurs. Quand j'avance dans le couloir, ils se cachent volontairement. Plus aucun bruit. Plus aucun mouvement. Je balaie les enclos avec la lumière, persuadé qu'ils sont tous couchés au fond, hors de vue. C'est toujours à ce moment-là que ça arrive. Je tourne le dos pour continuer ma ronde, et sans aucun avertissement, l'un d'eux surgit juste derrière moi et pousse un hurlement d'une puissance inimaginable. Un cri grave, profond, qui résonne dans tout le bâtiment. La première fois que c'est arrivé, j'ai failli sursauter hors de mes chaussures. Mon cœur battait à tout rompre et j'ai dû m'arrêter quelques secondes pour reprendre mon souffle. Le pire, c'est qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Après le cri, je les entends bouger, presque excités, comme s'ils riaient entre eux. Ils recommencent parfois plusieurs fois dans la même nuit, attendant que je baisse à nouveau la garde. Chaque passage devient une épreuve mentale. J'avance lentement, tendu, en sachant que le prochain pas peut déclencher une nouvelle frayeur. Avec le temps, j'ai compris que pour eux, c'était un jeu. Une façon de rompre l'ennui de la nuit et de se divertir aux dépens du pauvre humain avec sa lampe ridicule. Pour moi, c'est comme traverser une maison hantée vivante, sauf que les monstres sont bien réels, immenses, et parfaitement conscients de l'effet qu'ils produisent. À la fin de la ronde, quand je quitte enfin le couloir, je suis toujours trempé de sueur, même en plein hiver. Les gorilles, eux, sont calmes, satisfaits, parfois même allongés tranquillement comme si rien ne s'était passé. Il y a des années, je travaillais pour UPS comme ingénieur industriel. Je sortais tout juste de la fac et, comme souvent pour les nouveaux, on m'a confié les horaires les plus ingrates. 3e quart, le vendredi soir, en pleine période de pointe de Noël. Les entrepôts à cette période-là sont des monstres. Un véritable labyrinthe de convoyeurs, de tapis roulants, de passerelles métalliques et de quais de chargement. Un enchevêtrement de machines en mouvement permanent, un peu comme la scène des bagages dans Toy Story 2, mais en plus sombre, plus bruyant, avec des portes de chargement partout et des hauteurs vertigineuses. Cette nuit-là, je faisais une ronde dans un petit centre rural. Moins de monde, moins d'activité, mais tout aussi intimidant quand on s'y retrouve seul. En marchant entre 2 lignes de convoyeurs, j'ai entendu quelque chose qui m'a immédiatement fait ralentir. Une fille pleurait. Pas des cris. Pas des appels à l'aide. Juste des sanglots étouffés, discrets, comme si elle essayait de ne pas se faire entendre. Mon premier réflexe a été de penser qu'un employé du 3e quart s'était blessé. J'ai accéléré, contourné les tapis roulants, passé sous des structures métalliques, cherchant d'où venait le bruit. Pendant quelques secondes, les sanglots ont continué, suffisamment clairs pour me guider. Puis, brusquement, plus rien. Le silence est retombé, seulement interrompu par le bourdonnement régulier des machines. Un mauvais pressentiment m'a traversé. Je n'ai pas continué à chercher seul. Je suis retourné à mon bureau et j'ai appelé le superviseur du quart.
Il m'a rejoint et on a refait le tour ensemble, zone par zone. Personne. Aucun signe de blessure. Aucun appel radio. On a vérifié les effectifs pour s'assurer que personne ne manquait à l'appel. Tout le monde était à son poste. Pire encore, la zone d'où semblait venir le bruit n'était même pas en service cette nuit-là. Personne n'était censé s'y trouver. Le lendemain, encore troublé, j'en ai parlé à un manager. Il a vérifié les plannings et m'a dit quelque chose qui m'a glacé. Aucune employée n'était programmée sur ce site cette nuit-là. Pas une seule. Cet épisode m'est toujours resté en tête. Pas à cause d'une peur soudaine ou d'un événement spectaculaire, mais à cause de ses sanglots. Il sonnait réel. Humain. Quand j'en parlais aux autres, la plupart disaient que j'avais dû confondre avec un bruit de courroie ou un grincement de machine. Mais je travaillais là depuis assez longtemps pour faire la différence. Les machines ont un rythme. Une répétition. Ce que j'ai entendu cette nuit-là avait une émotion, une fragilité que le métal ne produit pas. Je travaillais dans une installation militaire vieille de plus de 60 ans. Le genre d'endroit chargé d'histoire, avec des couloirs interminables, des murs épais et une atmosphère lourde surtout la nuit. Un soir, pour rester éveillé et éviter de piquer du nez, je faisais une ronde un peu plus longue que d'habitude, marchant sans but précis dans les passages intérieurs. Au bout d'un couloir, j'ai aperçu un homme de dos. Il portait un uniforme BDU, un modèle qui avait été retiré du service officiel depuis 2 ou 3 ans, même s'il avait été porté pendant très longtemps auparavant. Sur le moment, ça m'a immédiatement agacé. J'étais un jeune sous-officier fraîchement promu et voir quelqu'un enfreindre les règles de tenue dans une zone sécurisée m'a mis en colère. J'ai accéléré le pas pour l'interpeller. À mesure que je me rapprochais, il a lui aussi accéléré. Ça a réveillé mon ego. J'ai pris ça comme un défi. Je me suis mis à courir, décidé à lui passer un savon et à comprendre comment il avait pu entrer dans le bâtiment sans être contrôlé. Nous avons tourné au même moment dans un angle du couloir. Et là, plus rien. Le passage était vide. Pas de porte ouverte. Pas d'escalier. Pas d'embranchement. Juste un couloir droit et silencieux. Je me suis arrêté net, le souffle court, en regardant autour de moi, persuadé qu'il se cachait quelque part. Le problème, c'est que je connaissais parfaitement cet endroit. Il n'y avait qu'une seule issue possible dans cette section. Un tunnel de secours prévu pour des évacuations d'urgence. Et ce tunnel avait été soudé et condamné peu de temps auparavant. Impossible d'y entrer. Impossible d'en sortir. J'ai fouillé la zone, vérifié chaque recoin, chaque porte, chaque panneau. Rien. Personne. Aucun bruit de pas. Aucun écho. Comme si l'homme n'avait jamais existé. Pourtant je l'avais vu clairement. L'uniforme. La silhouette. La façon de courir devant moi. En revenant sur mes pas, une sensation étrange s'est installée. Pas de peur immédiate, mais un profond malaise. Comment quelqu'un pouvait-il pénétrer une installation militaire gardée, porter un uniforme hors circulation, attirer l'attention, puis disparaître sans laisser la moindre trace? Avec le recul, la seule explication qui me vient à l'esprit est celle d'un fantôme. Je travaille dans un service des urgences, dans un centre de traumatologie de niveau 1. Autant dire que j'en ai vu passer, mais certaines scènes restent gravées pour de bon. Ma préférée, si on peut appeler ça comme ça, reste cet homme complètement nu, couvert de sang, qui est entré à pied dans les urgences en pleine nuit. Il tenait une machette dans une main et une cigarette allumée dans l'autre. Avant même que quelqu'un ait le temps de réagir, il a planté la machette dans le comptoir d'accueil. Le bruit du métal a claqué dans tout le service. Puis il a tiré calmement sur sa cigarette et a demandé à voir son père, affirmant que celui-ci était hospitalisé chez nous. Sa voix était posée, presque polie, comme s'il faisait une demande tout à fait normale. Pendant quelques secondes, tout le monde est resté figé. Les patients dans la salle d'attente ne comprenaient pas ce qui se passait.
Les infirmiers se regardaient, partagés entre l'instinct de fuite et le protocole. La sécurité est intervenue rapidement, mais ce contraste entre la violence de la scène et son calme absolu était franchement dérangeant. Il ne criait pas. Il ne menaçait personne directement. Il attendait. Comme s'il était persuadé d'être au bon endroit et dans son bon droit. Et puis il y a l'autre chose. Plus difficile à expliquer. Dans un hôpital où je travaillais auparavant, il y avait une chambre dont tout le personnel connaissait la réputation. Personne n'aimait y être affecté la nuit. Sans raison apparente, l'appel malade s'activait tout seul à n'importe quelle heure. On y allait, on ouvrait la porte, et la chambre était vide. Pas de patient. Pas de famille. Rien. Une nuit, une alerte de code a retenti. Le genre d'appel qui signifie qu'un patient est en arrêt et qu'il faut intervenir immédiatement pour une réanimation. On a couru jusqu'à la chambre. Le lit était vide. Les draps bien tirés. Aucun signe de présence humaine. Pourtant, le bouton d'appel avait bien été déclenché depuis cette pièce. La sécurité a revu les enregistrements. Personne n'est entré. Personne n'est sorti. Aucune anomalie visible. Juste une chambre vide qui avait lancé un appel d'urgence toute seule. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est vraiment installé en moi. Pas une peur panique. Plutôt un malaise profond. Dans ce métier, on s'habitue au sang, à la violence, aux situations extrêmes. Mais quand les règles normales cessent de s'appliquer, quand il n'y a plus d'explication logique, ça touche autre chose. Et cette chambre-là, même des années plus tard, continue de me revenir en tête certaines nuits. L'université catholique où je travaillais autrefois faisait partie des lieux attaqués par les forces japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Le campus est ancien, classé historique, et très peu rénové. Les murs portent encore les marques du passé. Un peu partout, des plaques racontent ce qui s'y est déroulé durant la guerre. L'une d'elles décrit l'exécution de plusieurs membres du clergé dans une chapelle de l'université. C'est en grande partie pour cette raison que beaucoup de gens parlent d'apparitions et de phénomènes étranges sur le campus. Je travaillais dans un laboratoire. À cause de la nature du travail, il m'arrivait souvent de rentrer tard. Certaines réactions chimiques demandaient plus de temps que prévu, d'autres échouaient et devaient être reprises. Ce soir-là, je suis parti vers 20h, fatigué mais concentré sur l'idée de rentrer chez moi. J'ai pris l'ascenseur comme d'habitude. J'étais seul. Les portes ont commencé à se refermer, lentement, puis se sont arrêtées net. Elles sont restées entr'ouvertes, comme si quelque chose bloquait le mécanisme. Il n'y avait pourtant personne devant moi. Aucun objet. Aucun mouvement. Juste cet espace vide entre les portes. J'ai attendu une seconde, puis une autre. Les portes ne bougeaient pas. L'ascenseur ne faisait aucun bruit étrange, aucun signal d'erreur. Il se contentait de rester là, comme s'il refusait de partir. À ce moment-là, une sensation très nette m'a traversé. Celle de ne pas être seul, même si rien n'était visible. Je n'ai pas cherché à comprendre davantage. J'ai quitté l'ascenseur immédiatement et je me suis dirigé vers les escaliers. Je suis descendu à pied, avec l'impression constante que quelque chose me suivait sans faire de bruit. Chaque étage me semblait plus long que le précédent. Le lendemain, j'ai raconté l'incident à mes collègues du laboratoire, en m'attendant à quelques rires ou à des plaisanteries. À ma surprise, une professeure titulaire dont le bureau se trouvait juste à côté d'une autre est intervenue dans la conversation. Son visage est devenu sérieux. Elle nous a dit qu'elle avait vécu exactement la même chose, tout comme plusieurs autres membres du département de biologie. Ils n'en parlaient presque jamais entre eux, mais tous avaient connu des arrêts d'ascenseur inexpliqués, toujours dans les mêmes bâtiments, toujours en soirée. Aucun rapport de panne. Aucune cause technique trouvée. Je travaillais de nuit dans un McDonald's. La plupart du temps, c'était mort. La seule vraie animation arrivait quand les bars fermaient, avec la vague habituelle de clients bourrés.
Une fois ce rush passé, le calme retombait brutalement. Environ 1 heure après, une voiture s'est arrêtée au drive. Le gars à l'intérieur ne disait rien. Il restait assis, bien droit, les 2 mains posées sur le volant, les yeux fixés droit devant lui. Pas vers la borne, pas vers la fenêtre. Droit devant. La personne au micro lui a parlé plusieurs fois. Aucune réponse. Juste ce silence bizarre et cette posture figée. Au bout de quelques minutes, on lui a dit qu'on allait appeler la police. Là, il a redémarré sans un mot, a quitté la voie du drive et s'est garé sur le parking. On s'est dit que c'était fini. Mais non. Il est resté là, assis dans sa voiture, à regarder le drive-thru. Immobile. Comme s'il observait quelque chose de précis. Une dizaine de minutes plus tard, il a quitté le parking. On a soufflé un peu, pensant que l'épisode était terminé. Puis quelqu'un a levé les yeux vers l'écran des caméras. Le type était revenu. Cette fois, il était debout, au milieu de la voie du drive, face à la caméra de sécurité. Il regardait directement l'objectif, sans expression. Aucun clignement, aucun mouvement. Juste ce regard vide. On n'avait pas le droit d'ouvrir les portes une fois le lobby fermé, donc le manager a appelé la police. Pendant qu'on attendait, le gars a commencé à reculer lentement, toujours face à la caméra, comme s'il voulait rester visible jusqu'au dernier moment. Il est sorti du champ, et monté dans sa voiture, a fait le tour du bâtiment, puis s'est arrêté à la fenêtre du drive. Là, changement total. Il a souri à l'employé au micro. Un sourire normal. Presque chaleureux. Puis il est reparti, tranquillement, comme si rien ne s'était passé. La police est arrivée trop tard. On leur a expliqué ce qu'on avait vu, mais sans le gars sur place, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Le reste de la nuit, personne n'était vraiment à l'aise. Chaque bruit sur le parking nous faisait lever la tête. Le plus dérangeant, c'est que quelque temps plus tard, je suis presque sûr de l'avoir revu. En plein jour. Dans une voiture avec sa famille. Il riait, parlait, conduisait normalement. Je travaillais en ligne longue distance pour une entreprise de produits frais. On était posté à l'extérieur de l'entrée principale, à environ 400 mètres. Du coup on est seul presque tout le temps. J'étais dans une petite cabane qui servait de poste de sécurité, en train de noter à la main les informations des semi-remorques. C'était un boulot tranquille. Mais je n'ai jamais réussi à m'habituer aux horaires de nuit. Pour ne pas m'endormir, je sortais souvent marcher autour du site, avec une seule ampoule en tungstène pour éclairer vaguement la zone. Cette nuit-là, pendant que je faisais un tour, j'ai levé la tête par réflexe. Là-haut, posé tout en haut du mât de la manche à air, il y avait un hibou. Je me suis figé net. À la fois fasciné et complètement terrifié. Ce hibou était énorme. C'était la première fois de ma vie que j'en voyais un d'aussi près. Le silence autour rendait le moment encore plus oppressant, comme si tout s'était arrêté d'un coup. Ça m'a tout de suite fait penser au hibou dans Ocarina of Time. Sauf que là, ce n'était pas un jeu. Plus je le regardais, plus je me sentais mal à l'aise. Il tournait légèrement la tête, lentement, sans me lâcher des yeux. J'avais l'impression qu'il me jaugeait. J'étais plus effrayé qu'émerveillé, parce qu'il avait vraiment l'air capable de me sauter dessus à tout moment. Je me suis rappelé que je lisais Zobooks quand j'étais gosse. Je savais que ces trucs-là ont des serres puissantes. À ce moment précis, mon cerveau a commencé à imaginer le pire. Je me suis demandé ce que je ferais s'il décidait de descendre. Est-ce que je courais vers la cabane? Est-ce que je me protégeais la tête? Mon cœur battait à fond et je n'entendais plus que ça. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, le hibou a déployé ses ailes sans un bruit et s'est envolé dans l'obscurité. J'ai réalisé que je retenais ma respiration depuis tout ce temps. Je suis retourné m'asseoir dans la cabane, incapable de me rendormir ou même de me détendre. Cette nuit-là, le boulot est resté tranquille, mais moi, je savais que je n'oublierais jamais cette rencontre.
Je travaillais de nuit de 23h à 7h dans un Tim Hortons situé dans un cégep, et il y a un incident qui m'est toujours resté en tête. La nuit, on n'était que 2 employés. Ce soir-là, c'était moi et mon ami, appelons-le Marc. On avait un client régulier, un stripteaseur masculin. Même en étant un mec hétéro, je peux dire sans hésiter que ce type était incroyablement beau. Grand, musclé, mâchoire parfaitement dessinée, le cliché absolu. Chaque nuit, il arrivait avec une fille différente. Jamais la même 2 fois. Toujours très belle, toujours très jeune. Comme d'habitude, il est entré, a commandé son sandwich avec une quantité absurde de poulet, clairement pour la dose de protéines, puis il est allé s'asseoir avec la fille du soir. À ce moment-là, le restaurant était vide. Juste 2, et nous derrière le comptoir. Moins de 5 minutes plus tard, le téléphone du restaurant sonne. Marc décroche. Il récite son speech habituel, puis je le vois s'interrompre. Il passe la tête hors de l'arrière-boutique et me regarde, visiblement mal à l'aise. Il dit quelques mots au téléphone, raccroche, et reste immobile une seconde. Je lui demande ce qui se passe. Il me répond que l'appel était pour l'homme assis à la table. Il précise bien lequel. Il est 2h du matin. À ce moment-là, une vraie tension s'installe. Personne n'appelle un restaurant à cette heure-là pour parler à un client précis. Marc va voir le stripteaseur et lui tend le combiné. Le type se lève sans un mot. Son visage a complètement changé. Plus de sourire, plus de charme. Il s'assoit droit, sérieux, presque froid. Il écoute. Longtemps. Facilement 10 minutes. Il ne dit presque rien. Juste quelques réponses courtes, à voix basse. La fille en face de lui commence à comprendre que quelque chose ne va pas. Elle me regarde, perdue. Nous aussi, on sent que ce qu'on voit dépasse largement une simple conversation téléphonique. Quand il raccroche, il se lève, remet sa veste, ne dit pas un mot à la fille. Il sort, monte dans sa voiture et disparaît dans la nuit. Il la laisse là, seule, sans explication. Elle vient au comptoir, complètement déboussolée. On finit par lui appeler un taxi parce qu'elle n'avait aucun moyen de rentrer. Le plus inquiétant, ce n'est même pas cette nuit-là. C'est la suite. Ou plutôt l'absence de suite. On ne l'a jamais revu. Jamais. Et pourtant, il venait plusieurs fois par semaine, toutes les semaines, sans exception. Il y a quelques années, je travaillais comme agent de sécurité de nuit. Mon rôle était simple. Surveiller les écrans et faire une ronde complète du bâtiment toutes les heures. C'était toujours calme, presque trop. Le genre de calme qui finit par te faire entendre tes propres pas un peu trop fort dans les couloirs vides. Au dernier étage, juste à côté de l'ascenseur, il y avait un mannequin entièrement habillé qui tenait une pancarte. Il faisait partie d'une vieille mise en scène promotionnelle. Je le voyais à chaque ronde, toujours au même endroit. À force, il faisait presque partie du décor. Je lui jetais un coup d'œil machinal, sans vraiment y penser. Au début de mon service cette nuit-là, tout était normal. J'ai fait ma première ronde, je suis monté au dernier étage, et le mannequin était bien à sa place. J'en suis sûr. Je m'en souviens parce que j'avais trouvé sa pancarte de travers et que j'avais hésité à la remettre droite avant de me dire que ce n'était pas mon boulot. 1 heure plus tard, lors de la ronde suivante, je suis passé par la cafétéria. Et là, je me suis arrêté net. Le mannequin était debout au milieu de la pièce. Exactement le même. Même vêtements, même pancarte. Il faisait face aux tables, comme s'il observait la salle. Pendant quelques secondes, mon cerveau a refusé d'accepter ce que je voyais. J'ai reculé, puis je suis retourné vérifier les caméras. Aucune alarme. Aucun mouvement suspect enregistré. Les ascenseurs n'avaient pas été utilisés. Les portes étaient restées verrouillées. J'ai même refait le tour du bâtiment pour être sûr que personne n'était entré pendant que je regardais ailleurs. Il n'y avait absolument personne.
J'étais seul. Je suis remonté au dernier étage. L'emplacement à côté de l'ascenseur était vide. Le mannequin n'y était plus. À ce moment-là, j'ai senti une vraie boule au ventre. J'ai essayé de me convaincre que quelqu'un l'avait déplacé plus tôt et que j'avais mal mémorisé le début de ma nuit. Mais plus j'y pensais, plus ça sonnait faux. Je n'ai jamais su comment ce mannequin s'était retrouvé dans la cafétéria. Personne n'a admis l'avoir déplacé. Il est revenu à sa place habituelle le lendemain, comme si rien ne s'était passé. Je travaillais comme responsable de nuit chez McDonald's. Vers 3 heures du matin, un homme est passé au drive. Il parlait d'une voix calme, presque trop posée. Il m'a expliqué que sa fille avait très faim et il a commandé un hot and spicy MC chicken. Rien d'anormal jusque-là. La nuit apporte souvent des clients fatigués ou un peu étranges, mais ça restait banal. Il s'est avancé jusqu'à la fenêtre de paiement, a réglé sa commande sans problème, puis il a roulé jusqu'à la fenêtre de retrait, là où je me trouvais. Dès qu'il s'est arrêté, il a recommencé à parler de sa fille. Il insistait sur le fait qu'elle avait vraiment faim. C'est à ce moment-là que quelque chose a cloché. Il était seul dans son pick-up. Pas de siège enfant. Pas de silhouette à l'arrière. Rien. Quand il a prononcé les mots « ma petite fille », il a tapoté le siège passager à côté de lui, comme si quelqu'un était assis là. J'ai senti un froid me parcourir le dos, mais je suis resté professionnel. Je lui ai tendu le sandwich sans rien dire. Il l'a pris lentement, a défait l'emballage devant moi, puis a mordu dedans. Ensuite, il s'est frotté le ventre, avec un petit sourire satisfait. Pendant tout ce temps, il ne m'a pas quitté des yeux. Pas une seconde. Son regard était fixe, lourd, presque calculé. J'avais l'impression qu'il attendait une réaction de ma part. La cuisine derrière moi continuait de faire du bruit, les machines bipaient, mais autour de la fenêtre, tout semblait étrangement silencieux. Je n'ai rien dit. Il a fini par hocher la tête, comme si tout était normal, et il est reparti dans la nuit. Je suis resté planté là quelques secondes après son départ, le cœur battant, en me demandant ce que je venais exactement de voir. Je suis chauffeur professionnel dans un secteur où il n'existe aucune réglementation sur les heures de conduite. J'ai vu le présage de la mort imminente. Je le jure sur ma tombe. C'est une ombre sans forme qui court à côté de ton camion. Une présence dans la nuit. Un mouvement sans corps, sans poids, mais bien réel sur le moment. Quand tu tournes la tête pour la regarder, elle disparaît aussitôt. C'est dérangeant. C'est profondément inquiétant. La vérité, c'est que cette chose n'est pas surnaturelle. C'est le manque de sommeil. Une hallucination pure. Elle arrive bien après la fatigue normale. Après le moment où tu parles tout seul sans t'en rendre compte. Après ce faux regain d'énergie où tu te crois encore capable. Elle apparaît quand tu passes dans cet état étrange où tu fonctionnes mécaniquement, comme si quelqu'un d'autre conduisait à ta place. À ce stade, le monde se réduit à quelques sensations. Le moteur devient un bourdonnement continu. La radio parle, mais les mots n'ont plus de sens. La ligne blanche pointillée défile et t'aspire. Tu te dis que ce n'est plus qu'une heure, peut-être moins, et que tu seras enfin chez toi. C'est précisément là que le danger est le plus grand. C'est dans ce moment précis que tu vois l'avertissement de ta propre mort. Comme les bruits et les coups sourds que les mineurs attribuaient aux esprits souterrains avant un effondrement. Ce n'est pas une vision héroïque ou dramatique. C'est un simple signal. Ton corps te dit que tu es allé trop loin. Que tu n'es plus vraiment conscient. Avec une certitude glaçante, cette chose, ce chien noir de la route, tue des gens bien. Des gens qui ont juste essayé de tenir un peu plus longtemps. Le plus terrifiant, ce n'est pas l'ombre elle-même. C'est le moment où tu comprends que tu n'es plus lucide aux commandes de plusieurs tonnes d'acier lancées à pleine vitesse sur l'autoroute. Tu réalises que tu peux mourir. Ou pire. Que tu peux tuer des innocents. Que tu peux devenir exactement le monstre dont les autres devraient avoir peur.
Je travaillais de nuit dans une station-service située dans un quartier résidentiel calme. Les nuits étaient généralement longues et monotones, entre quelques clients tardifs et le réassort des rayons. Cette nuit-là ne semblait pas différente des autres. À un moment, un homme est entré dans le magasin et s'est dirigé vers l'arrière. J'ai supposé qu'il allait aux toilettes. Le couloir menait soit à droite vers les sanitaires, soit à gauche vers la chambre froide. Je n'ai pas prêté plus d'attention que ça et j'ai continué mon travail. Une dizaine de minutes ont passé et je l'avais complètement oublié. J'ai décidé d'aller remplir le frigo avec des boissons. En ouvrant la porte de la chambre froide, je suis tombé sur lui. Il était debout là, parfaitement calme, en train de boire une bière. Et sans aucune gêne, son sexe était plongé dans un bidon de lait d'un gallon. Pendant une seconde, mon cerveau a refusé de comprendre ce que je voyais. Puis la colère est montée d'un coup. Je me suis mis à lui hurler dessus, à lui demander ce qui n'allait pas chez lui et de dégager immédiatement. Lui, totalement imperturbable, continuait à répéter d'une voix posée que je devais me calmer, que ce n'était pas un gros problème. Il buvait tranquillement sa bière volée, sans bouger d'un centimètre. J'ai refermé la porte du frigo, je l'ai verrouillée et j'ai appelé la police. Ils sont arrivés rapidement, ont ouvert la chambre froide et l'ont arrêté sans résistance. Il a été emmené au poste sans faire d'histoire, comme si tout cela faisait partie d'une routine normale. Pendant qu'un des policiers prenait ma déposition, je lui ai dit que j'étais sidéré par ce que certaines personnes pouvaient considérer comme un comportement acceptable. Il m'a répondu qu'ils avaient demandé au type pourquoi il faisait ça. L'homme leur avait expliqué que son sexe le brûlait et qu'il se souvenait que le lait aidait quand on mangeait quelque chose de trop épicé. Il avait donc pensé que ce serait tout aussi efficace pour ce qu'il appelait son problème. J'avais fait des heures supplémentaires ce jour-là et je suis sorti du travail tard dans la nuit. Il me restait une bonne vingtaine, peut-être 30 minutes de marche pour rentrer à mon appartement. Les rues étaient calmes, étouffées par la neige. Tout semblait figé, comme si la ville dormait sous une couverture blanche. À mi-chemin, j'ai aperçu quelqu'un qui marchait vers moi. De loin, la silhouette attirait déjà l'attention. Plus il s'approchait, plus c'était étrange. C'était un homme habillé de couleur criarde, un pantalon, un haut et même un bonnet à rayures jaunes, orange et rose. Il portait un sac poubelle sur l'épaule, comme s'il revenait d'une collecte improvisée. Dans ce décor hivernal gris et silencieux, il avait l'air presque irréel. J'arrivais à hauteur d'un pont. À cet endroit, il n'y avait pas vraiment de choix possible. Un seul trottoir, une seule trajectoire. Je me suis dit que j'allais simplement passer à côté de lui et continuer ma route. Mais à environ une douzaine de mètres de moi, il s'est arrêté net. Il est resté là, immobile, à me regarder approcher. La neige recouvrait tout autour de nous. En avançant, je l'ai vu se baisser, ramasser de la neige et la presser pour en faire une boule grossière. Sur le moment, j'ai cru qu'il allait me la lancer. J'ai même pensé, l'espace d'une seconde, qu'il essayait peut-être de provoquer une bataille de boules de neige un peu stupide mais inoffensive. Je me trompais complètement. Il a levé les yeux vers moi, a cherché mon regard, puis sans dire un mot, il a utilisé la boule de neige pour se frotter les parties intimes, lentement, calmement. Il ne semblait ni pressé ni gêné. Il aurait pu attendre que je passe, détourner la tête, faire semblant de rien. Mais non. Il voulait clairement que je voie. Que je comprenne. Que le contact visuel existe. Je n'ai rien dit. Lui non plus. Il n'y avait que le bruit feutré de mes pas dans la neige et cette scène absurde, presque irréelle, qui se déroulait devant moi. Mon corps avançait par automatisme tandis que mon esprit essayait de donner un sens à ce que je voyais. Je suis passé à côté de lui sans accélérer ni ralentir, comme si reconnaître l'étrangeté de la situation la rendait plus dangereuse. Une fois le pont traversé, je ne me suis pas retourné. Je voulais juste rentrer chez moi, fermer la porte derrière moi et laisser cette rencontre se dissoudre dans la nuit.
Je travaillais autrefois dans un refuge pour animaux et un jour je suis venu assurer une garde de nuit afin de surveiller plusieurs grandes portées de chats malades qui venaient d'arriver. Le refuge avait essentiellement deux très longs couloirs, l'un destiné au public pour voir les animaux, et l'autre menant au bureau et à l'aile de chirurgie. Entre les soins et l'administration des médicaments aux chats, je faisais diverses tâches de nettoyage quand j'ai entendu des miaulements provenant de l'aile de chirurgie. Je m'y suis rendu en pensant qu'un chat passait la nuit dans les cages de chirurgie et avait peut-être besoin d'eau ou de quelque chose. Mais non, aucun animal ne s'y trouvait. J'ai donc supposé que le miaulement venait d'un autre endroit et que je m'étais simplement trompé sur la provenance du son. Environ 1 heure plus tard, j'étais assis en train de nourrir des chatons à la seringue quand un chat noir est passé devant la porte. J'ai pensé que c'était juste un chat d'une autre pièce qui s'était échappé et qu'il n'y avait aucun danger à le laisser explorer le refuge un moment. Après avoir terminé le nourrissage, je suis allé chercher sa cage pour savoir où le remettre quand je le retrouverais, mais aucune cage n'était vide. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir vraiment mal à l'aise. J'ai revu le chat au bout du couloir en train de m'observer, alors je me suis approché pour l'attraper et le remettre dans une cage, mais il a disparu presque sous mes yeux, comme s'il s'était volatilisé. J'ai surtout essayé de faire comme si rien ne s'était passé, après tout ce n'était qu'un chat et il avait l'air amical. Le lendemain matin, j'en ai parlé à la vétérinaire de service et elle m'a répondu « Oh, c'est juste Shadow, il est mort pendant une chirurgie d'urgence il y a quelques années et il se promène encore parfois ici. » Que ce soit vrai ou non, c'était quand même terriblement effrayant. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.